Donc Antoine Tanet, comment se mettre en capacité de pouvoir produire des projets personnalisés les plus adaptés, et à partir de quels outils d'évaluation peut-on construire ces projets personnalisés? En fait, le docteur Fiard a déjà bien répondu à la question, parce que je pense que deux éléments de réponse principaux, c'est déjà ne pas se laisser envahir par les aspects morbides des évaluations. C'est un élément très important que vous avez souligné, je vais en reparler un petit peu. Et puis également par le fait de travailler en équipe et d'avoir une transversalité des informations. C'est des jolis mots, mais je crois que c'est très très vrai. Il y a trop peu de circulation d'informations dans les équipes. Alors, pas assez de circulation d'informations sur la trajectoire de vie des résidents, par exemple, chez les adultes, et pas assez non plus de copratique entre différents corps de métiers. Voilà, je vais un peu parler de ça. Je suis Antoine Tanet, je suis neuropsychologue, à la base spécialiste des troubles de la perception visuelle chez l'adulte, pas du tout chez l'enfant. Et j'appartenais à un laboratoire qui s'intéressait aux troubles de la perception visuelle de manière générale, y compris dans les troubles du développement, et donc on s'est dit qu'on allait travailler avec des enfants autistes. C'est comme ça que j'ai découvert l'abord de l'autisme, donc sur une question qui est très fondamentale. Et comme j'avais une pratique professionnelle, et que les parents venaient me consulter en disant, ben voilà, mon enfant a beaucoup de stéréotypies, il tourne la tête, il a un problème d'organisation du regard, ou alors l'échec, par exemple, pour la mise en place d'un outil de communication alternatif avec des pictos. Je me suis vite aperçu que le fait d'arriver à expliquer pourquoi on avait un trouble sur le plan de la perception visuelle ne permettait pas non plus, ne permettait pas suffisamment d'aboutir à des techniques de prise en charge, à des exercices. Et donc, très vite, je me suis rapproché des équipes des établissements, IME, FAM, MAS, en commençant à faire des supervisions et en étant persuadé qu'il fallait que je travaille avec les accompagnants quotidiens pour arriver à mettre en place des stratégies qui fonctionnent. Qu'une rééducation dans ce contexte-là ne pouvait pas être limitée uniquement à une séance, à un moment donné, dans un lieu particulier, mais qu'il fallait accompagner le comportement dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et c'est un peu l'objet de ma présentation aussi, parce que pourquoi faire des projets personnalisés ? Pourquoi se donner du mal à les écrire? C'est aussi pour qu'ils fonctionnent, les mettre en place avec des équipes. C'est un rappel sémantique, faire une différence entre l'évaluation du fonctionnement, puis vous voyez que j'ai corrigé le titre, j'ai marqué évaluation du fonctionnement et plus évaluation fonctionnelle, puisque l'évaluation fonctionnelle en ABA fait directement référence à l'analyse des troubles du comportement en situation. L'évaluation du fonctionnement, c'est l'évaluation des capacités d'un enfant, d'un adulte à mettre en œuvre des compétences dans différents contextes. Ce qui se distingue également de l'évaluation développementale. Comme c'est assez court en une demi-heure de parler à la fois d'évaluation des tests et en même temps de projets personnalisés, j'ai fait 80 slides, ce qui est beaucoup trop pour une présentation d'une demi-heure. En même temps, vous pourrez consulter, j'irai assez vite sur certains d'entre eux, notamment quand je parle des tests où je suis assez énumératif, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais comme je sais qu'elles sont à vos dispositions, vous pourrez reprendre tous ces éléments-là, puis il y a pas mal d'informations sur la description des tests. Donc je vais surtout accentuer mon propos sur quelques règles de bon sens, à mon avis, pour les évaluations et la programmation des projets personnalisés, et vraiment sur la programmation en elle-même. Une évaluation du fonctionnement, il est dit qu'elle devrait être donc régulière, interdisciplinaire et multidimensionnelle. Je pense que je n'ai pas besoin d'argumenter, puisque ça revient tout à fait à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que, à la fois dans l'évaluation mais dans la mise en place d'un travail rééducatif ou éducatif, ça nécessite que tout le monde soit, à mon avis, présent autour de la table pour l'évaluation comme pour la mise en place des exercices de prise en charge. Je vais essayer de détailler un petit peu après. Des évaluations régulières chez l'enfant et l'adolescent une fois par an et en adaptation continue pour les adultes en se fixant des buts annuels pour la prise en charge et discuter des moyens également pour mettre en place ces projets. Donc ces évaluations s'appuient sur toutes les compétences à la disposition d'une équipe. Ça implique également de prendre en considération un état des lieux sur le plan somatique. Ça prend en compte également les évaluations scolaires, ce qui veut dire qu'on doit également trouver un langage commun avec tous les acteurs qu'il y a autour des projets et des évaluations, ce qui est loin d'être une mince affaire. Et peut également nécessiter le recours à des compétences extérieures ou spécialistes pour avoir des avis assez spécifiques. Les domaines d'évaluation du fonctionnement, j'ai essayé de les lister, on pourrait en trouver des tas, j'ai essayé de les synthétiser un petit peu, ça concerne absolument tous les domaines.
l'aspect cognitif, sensoriel, moteur, la communication, les interactions sociales, et puis nombre d'entre eux se recoupent évidemment. L'exemple que j'aime beaucoup citer, c'est lorsque vous avez un enfant qui à 2-3 ans présente un trouble envahissant du développement et qui n'a pas de langage et se frappe la tête par terre lorsqu'il est frustré. Dès que vous mettez en place un outil de communication alternatif, on peut travailler la communication, vous avez une bien meilleure régulation des émotions. Donc on peut subdiviser tous ces domaines, mais ils se recoupent tous nécessairement. Et évidemment, chez les adultes, les évaluations et les objectifs de travail sont évidemment différents. On va plus s'intéresser aux aspects de l'autonomie et à des aspects contextuels également. Comment on évalue? En interrogeant la personne, en l'observant également dans différents contextes de sa vie quotidienne, en prenant en considération les informations qu'on a également de l'entourage, de la famille, et puis on peut aussi procéder à des évaluations avec des outils standardisés. Ce n'est pas l'objet de l'évaluation, mais j'aime rappeler que de plus en plus vont se développer des outils qui permettront, pour les personnes qu'on ne peut pas interroger directement et qui ne bénéficient pas d'un outil de communication, il y a des outils qui peuvent aider à avoir des informations sur la façon dont elles interagissent avec un environnement. Pour avoir un exemple concret, il y a un dispositif en Suisse qui utilise maintenant des lunettes avec un eye tracker, c'est-à-dire qu'il sait exactement où se dirigent les yeux du résident, il y a une caméra, et il s'en sert pour savoir ce que regarde en temps réel le résident dans une institution. C'est quelqu'un qui est non-verbal et ça leur permet d'avoir des informations sur la façon dont ils prennent des outils, des indices dans leur environnement de vie. Et tout cela commence à se démocratiser énormément sur le plan technologique et économique. Il va y avoir de plus en plus d'outils à disposition des familles, des équipes pour ce type d'investigation, et je pense qu'il va falloir également développer des formations pour ça. Mais dans ces contextes où on a beaucoup de mal à avoir des informations sur ce qui intéresse un résident, une personne, où on a beaucoup de mal à savoir comment on le fait pour se repérer dans un environnement, ces outils-là seront intéressants. Alors, on va choisir ces outils d'évaluation aussi en fonction des objectifs qu'on se vise. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent, de plus en plus de recommandations, et du coup on se sent un peu écrasé par le poids de toutes ces informations, de toutes ces recommandations. On ne peut pas tout faire à la fois, et je pense qu'il faut faire beaucoup de sélection. Il faut se fixer des objectifs, appréhender un outil et le faire complètement, et pour ça un petit peu se renseigner à l'avance sur que fait exactement l'outil, quel est son mode d'évaluation. On a évidemment un gros problème d'évaluation pour les adultes, notamment parce que les outils pour les adultes ne sont pas assez traduits, pas assez validés en langue française, et surtout, en général, pas adaptés, puisque les tests d'efficience intellectuelle pour l'adulte, dans le cas d'un retard important, ou les tests d'évaluation développementale, donnent surtout lieu à des évaluations qui sont plutôt dures à interpréter. Je vais citer un exemple pour faire les différences entre une évaluation du fonctionnement et une évaluation développementale. J'ai choisi un exemple que j'ai connu moi-même en supervisant une équipe où j'ai proposé qu'on fasse une Vinland, qui est une batterie, un questionnaire qui permet d'évaluer plusieurs aspects du domaine du développement, et y compris la communication, les capacités de communication de l'individu. On s'est intéressé à un individu qui avait un âge réel, au moment de l'évaluation, de 25 ans. Quand on a fait passer la Vinland, on est tombé sur un âge de communication équivalent à 30 mois. Voilà, chez quelqu'un qui, effectivement, est autiste, a beaucoup de troubles de la communication, mais est quand même capable d'aller acheter un croissant dans une boulangerie. Donc déjà, on voit bien qu'on a un score qui n'est pas du tout cohérent avec la réalité clinique de cette personne. Et surtout, pour l'équipe, c'est extrêmement démoralisant. Voilà, c'est extrêmement morbide d'avoir ce type d'évaluation, puisqu'on a du mal à y mettre du sens. Et ce que j'ai proposé à l'équipe, alors, c'est de savoir si dans le dossier, cette batterie avait déjà été proposée pour cette personne. Et c'était le cas, puisque 5 ans auparavant, la même échelle questionnaire avait été proposée. Et vous voyez qu'à 20 ans, son niveau de communication pour les mêmes items se situe à 80 mois. Et ça, je crois que c'est très important, et ça revient sur un propos que vous avez évoqué lors de votre présentation, c'est la trajectoire développementale. C'est-à-dire que là, ce que j'ai évalué à 25 ans, c'est finalement la différence qu'il y avait, ou les pertes d'acquisition d'un individu, mais ce n'est pas son niveau réel de communication. Voilà. Ça, c'est très important, si on fait des évaluations développementales, de bien avoir en tête qu'il faut absolument avoir une idée de la façon dont un individu a évolué, et qu'elle ne reflète pas forcément les capacités réelles d'un individu, qu'il faut avoir beaucoup de distance par rapport aux chiffres. Je dis souvent d'ailleurs aux équipes qu'on ne fait pas une évaluation si on ne se sent pas de pouvoir rendre compte des résultats
de cette évaluation. Il vaut mieux pas la faire plutôt que de la faire si on pense que c'est trop compliqué de pouvoir en parler avec l'équipe ou avec la famille. La différence avec une évaluation du fonctionnement, c'est qu'avec une évaluation du fonctionnement, je vais m'intéresser à décrire des compétences aujourd'hui d'un individu sans me soucier de son niveau de développement, sans le comparer à une norme groupale. Et là, par exemple, j'ai pris des exemples de tests. Je peux très bien, par exemple, pour un adolescent de 16 ans, m'intéresser au répertoire de ses demandes qui sont fonctionnelles, avec un outil comportemental qui est la VLLS. Je peux aussi décrire son profil sensoriel, et donc voir qu'il a des particularités qui vont donc demander des accompagnements spécifiques. Et puis également voir que, sur le plan de la communication, je peux m'appuyer sur les compétences visuelles. Et d'ailleurs, j'ai fait une incohérence dans ma diapo, puisque vous voyez que j'ai parlé d'hypostimulation sensorielle et en même temps de capacités visuelles qui lui permettent de communiquer. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est pas cohérent, mais je peux dresser un profil du fonctionnement des compétences d'une personne sans forcément vouloir le comparer à une norme particulière. C'est pour ça que chaque outil compare les individus à une norme ou bien évalue des compétences. Qui participe à l'évaluation? Alors ça, il y a beaucoup de pratiques différentes en fonction des établissements. Moi, j'œuvre beaucoup à chacune de mes supervisions pour que tout le monde participe aux évaluations. Les accompagnants, tout le monde, orthophonistes, paramédicaux, médecins. Je crois que c'est très important parce que je ne vois pas comment on peut programmer des objectifs de travail si on ne sait pas quelle était la base de l'évaluation. Déjà, il y a souvent une incohérence, une incompréhension du fait d'avoir une évaluation qui a pu être réalisée dans un bureau de la part de l'équipe encadrante, parce qu'on ne comprend pas forcément les résultats qui ne reflètent pas nécessairement ce que l'équipe peut connaître dans le fonctionnement quotidien d'une personne. Et ensuite, parce que plus vous appréhendez d'outils, plus vous exercez votre œil clinique, et plus c'est profitable pour tout le monde. On a la même base d'observation, la même base d'évaluation d'une personne, et on peut discuter selon les mêmes principes de la façon dont on envisage à la fois le niveau d'une personne, ses compétences, et les exercices qu'on peut mettre en œuvre. Donc comment on fait? On peut très bien travailler en équipe au préalable sur quelques items, proposer à l'ensemble de l'équipe de participer à quelques parties de l'évaluation. Voilà. Il y aura toujours, pour une évaluation du développement, par exemple, un psychologue qui sera là pour valider cette évaluation, mais dans la passation des exercices, dans la passation des subtests, tout le monde peut y participer, et c'est vraiment profitable pour tout le monde. J'ai essayé de lister, donc ça va être la partie la plus énumérative où je passais un peu vite, en fonction de plusieurs domaines, les évaluations qui existent. Je les présente un petit peu après. Je pense que tout le monde doit connaître le PEP, qui est un outil d'évaluation développementale, créé par l'équipe de Chopler, donc à la base du programme Teach, qui est intéressant parce qu'il permet, donc on a un ensemble de matériel en situation d'évaluation, puis on va évaluer plusieurs domaines du développement, avec la cognition verbale, le langage, expressif, réceptif, la motricité. Et on obtient ensuite des graphiques de résultats qui sont intéressants parce qu'on va voir les domaines acquis, les domaines en échec et également les domaines en émergence. Voilà. C'est une des spécificités de cette évaluation qui la rend souvent très appréciée des équipes et qui est surtout assez complète. Bon, je suis désolé, j'ai passé assez vite sur les tests, mais je pense que celui-ci, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il existe également la BEX, outil développé à Tours et à Paris, dans le même ordre d'idée d'évaluation sur l'ensemble du développement d'un enfant. Là, pareil, vous avez du matériel avec des situations d'évaluation et plusieurs éléments sur le plan cognitif évalués, l'image de soi, le jeu symbolique, les relations de cause à effet, et puis également des aspects très importants sur le plan de la régulation du comportement, des interactions sociales, de l'attention conjointe. On va évaluer plusieurs aspects du développement de l'enfant. La version pour adultes du PEP, c'est la PEP. Donc c'est exactement le même principe d'évaluation que le PEP, avec du matériel. Ce qui est intéressant dans la PEP, c'est que vous avez également des domaines évalués pour les compétences professionnelles. Ça, c'est ce qui est intéressant pour les équipes. Donc motricité fine, capacité à demander un temps de pause, à l'attente. Il y a des entretiens qui sont proposés également avec les encadrants des lieux de travail et la famille. On va prendre en compte également le nombre d'activités de loisirs pour les résidents. On obtient le même type de graphique de résultats. Et la version éditée aujourd'hui, c'est la TAP, qui est exactement le même
outil avec l'ajout d'une partie pour toutes les évaluations informelles. Et vous voyez des items qui couvrent pas mal d'éléments du niveau du fonctionnement, comme capacité à remplir un chèque, enfin, beaucoup d'éléments pour évaluer l'autonomie au quotidien qui ne sont pas forcément vus sur un plan développemental, mais plutôt des compétences réelles d'un individu. En ABA, il existe des outils spécifiques, donc dans une logique complètement différente, puisque là on n'est pas dans une logique développementale avec l'ABLLS. C'est un outil destiné aux spécialistes du comportement pour évaluer le développement langagier, les compétences de base nécessaires à l'apprentissage, et c'est pas soumis donc à des critères d'âge développemental. Dans l'ABA, vous savez, il y a une notion qu'on appelle les comportements pivots. On considère qu'il y a tout un ensemble de comportements qui sont à la base des apprentissages. La communication, la capacité à réguler soi-même ses émotions, développer des opportunités de motivation également. Et donc ces outils-là permettent d'évaluer tout un ensemble de compétences de base. Les performances visuelles d'un enfant, ses capacités de langage réceptif, le nombre de demandes qu'il peut recevoir, sa capacité à imiter vocalement. Bref, on va avoir ce qu'ils appellent des curriculums, des questions très précises pour évaluer tout un ensemble d'habilités chez les enfants. Et également un petit peu d'habilité académique, mais c'est vraiment très centré sur la communication, le langage, le comportement. Un outil qui est également à la base du courant d'ABA, le DDMAP, qui est, je dirais, pseudo-développemental. Vous n'avez pas vraiment une évaluation du développement, mais on va évaluer dans 3 jalons de développement, 0, 18, 18, 30 et 30, 48 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va évaluer des obstacles aux apprentissages, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir un répertoire de demandes actives importantes, le fait d'être sensible sur le plan sensoriel à des stimuli extérieurs, l'évaluation de l'ensemble des troubles du comportement. On va essayer d'avoir défini un petit peu l'évaluation du comportement des enfants. L'évaluation des compétences fonctionnelles pour l'intervention destinée aux adolescents et adultes est un outil qui est assez apprécié, notamment quand on travaille dans les établissements professionnels, pour évaluer la communication, les capacités de travail au bureau, le travail ménager, les autonomies, les loisirs. J'accélère un petit peu. La CARS pour évaluer la sévérité des signes autistiques, c'est un outil qui est intéressant parce qu'on le passe rapidement, en 20 à 45 minutes, qui permet de travailler en équipe. Et il permet également d'avoir des outils pour pouvoir évaluer les résidents dans une structure et aussi les évaluer dans le temps. C'est-à-dire que je peux observer des différences, des améliorations ou des détériorations du comportement dans le temps avec la CARS, qui est un outil qui est très sensible et qui est facile à proposer en équipe. Il s'agit d'un questionnaire d'évaluation où on observe le comportement d'un enfant pour repérer un ensemble de troubles du comportement mais qui ne diagnostique pas l'autisme. Voilà. J'ai listé les domaines évalués par la CARS. La Vinland pour l'évaluation du développement des enfants. C'est un questionnaire qui est souvent destiné aux parents ou à l'équipe encadrante, qui est un questionnaire qui est développemental, avec plusieurs formes d'évaluation, et qui permet d'évaluer rapidement les capacités de communication, l'autonomie au quotidien, la socialisation et les habiletés motrices. Alors, souvent, quand on propose ce type d'outils, les équipes vous demandent pourquoi on fait ça, finalement, à quoi ça sert d'évaluer. Ça sert essentiellement d'avoir des points de comparaison pour toute l'équipe, et se poser des questions sur des éléments précis qui sont demandés par les batteries, et donc du coup de se mettre d'accord sur les compétences réelles d'un résident. Le QCA, qui est une batterie qui fonctionne exactement comme sur le même principe que la Vinland. J'avance un petit peu. Ensuite, par domaine, pour l'évaluation de la communication sociale précoce, il existe le CSP. J'avance assez vite sur la communication pour vous présenter cette batterie-là, la Comvor, peut-être en avez-vous entendu parler, qui est un très très bon outil, publié depuis 2012, enfin traduit en français depuis 2012, et qui est très intéressant en ce sens qu'il permet de se demander, avec une personne, je vais dresser son profil, ses compétences, quel outil je peux utiliser pour communiquer. Je ne vais pas forcément faire des signes, des pictogrammes, des gestes, ou faire du langage oral, je vais avoir une évaluation qui va me permettre de le déterminer. Par exemple, là vous avez un exemple, je peux évaluer pour une personne sa capacité à pouvoir faire du tri d'images, donc la perception visuelle, et j'ai différents niveaux d'évaluation. Je peux faire d'abord de l'encastrement d'objets, du tri d'objets, et ensuite du tri d'images. Et je vais pouvoir déterminer si cette personne peut communiquer avec des pictogrammes. Donc plutôt que d'essayer un outil de communication
et de me rendre compte que ça ne fonctionne pas, je peux utiliser ce type d'outil pour me demander quelles sont les compétences réelles pour utiliser une stratégie de communication alternative. Voilà, donc on utilise une batterie avec des outils toujours en situation d'évaluation. Sur les aspects sensoriels, c'est pas moi qui serai le plus spécialiste sur la question. Je cite simplement le profil sensoriel. J'en parle, j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il est assez simple d'utilisation. C'est un questionnaire auquel on répond, qui se fonde sur la théorie de l'hyper et de l'hyporéaction, donc la théorie de la modulation sensorielle, et qui permet également de poser des questions sur également des troubles du comportement qui pourraient lier à des phénomènes d'hypostimulation sensorielle. Voilà, un outil qui est facile à appréhender en équipe et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne nécessite pas d'avoir un psychomotricien pour pouvoir le superviser. Alors, je pense que tout professionnel paramédical peut utiliser cette batterie et l'utiliser en équipe. Voilà, je ne peux pas m'étaler sur chacun des éléments, mais vous voyez qu'on va s'intéresser au traitement de l'information auditive, visuelle, quel est le niveau de modulation, quelles sont les réponses comportementales qui sont associées à la stimulation sensorielle. Ça, je le cite parce que c'est un outil, ou plutôt un principe d'évaluation qui est intéressant, notamment parce que les travaux d'André Bullinger sont assez passionnants. Néanmoins, il faut être formé pour le bilan sensorimoteur. Si vous avez des professionnels identifiés pour ce type d'évaluation, ce qui est intéressant, c'est que le bilan sensorimoteur s'intéresse beaucoup à l'intermodalité. Comment je peux organiser la perception visuelle, par exemple, avec la motricité. Donc c'est quelque chose qui est très fonctionnel et qui donne souvent lieu à des outils de prise en charge assez précis. Néanmoins, il n'y a pas d'évaluation standardisée dans cette approche-là, donc je ne peux pas vous proposer, vous montrer en quoi elle consiste. Mais voilà les questions auxquelles elle essaye de répondre. Quelle est l'organisation des aspects sensorimoteurs, émotionnels, posturaux et la motricité globale. J'avance vite pour pouvoir aboutir au projet personnalisé. Quelques rappels sur les précautions au niveau de l'évaluation. Évidemment, il faut que les personnes qu'on évalue soient en confiance avec l'examinateur, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent forcément les connaître. S'il y a une évaluation qui est faite par une personne qui ne connaissait pas forcément votre résident, s'il est en confiance avec elle, cette évaluation a un sens. C'est certain qu'on verra moins de compétences, peut-être d'autres types de compétences. Mais ce que ça va mettre en évidence également, c'est que parce que nous, on est dans l'accompagnement quotidien, on va parfois trop aider dans une situation d'évaluation une personne autiste pour qu'elle réussisse ses exercices sans le vouloir. On fait beaucoup de surguidance sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui va se produire dans les évaluations, et c'est ce qui donne souvent cette impression étrange quand on fait faire des évaluations externes, qu'elles sous-évaluent les compétences réelles des personnes qu'on a adressées. Donc c'est important d'ailleurs dans ce cadre-là de pouvoir avoir des discussions avec les personnes qui font des évaluations, si elles sont faites à l'extérieur. Mais c'est un des effets qu'on va observer fréquemment, mais ça renvoie à une réalité également. On choisit toujours ces outils d'évaluation en fonction des objectifs qu'on se fixe. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Si notre priorité, par exemple, est de mettre en place un outil de communication, dans ces cas-là, je sais que je vais m'intéresser à des batteries qui vont évaluer le niveau de communication peut-être, mais aussi les capacités de communication. Capacité de tri visuel, capacité motrice, capacité d'organisation du geste. Ce sont des questions auxquelles j'ai besoin d'une réponse pour savoir si je peux mettre en place un outil de communication et lequel. Le fait qu'un comportement soit présent ou absent dans un domaine est un des risques des évaluations, et surtout avoir beaucoup de recul en rapport avec les chiffres. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la distance qu'il faut avoir avec les évaluations développementales, notamment chez l'adulte. Pour le dire autrement, les chiffres, c'est toujours très intéressant. Mais pour moi, savoir que quelqu'un a un niveau de 30 mois en communication n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir si, par exemple, ce niveau de communication de 30 mois est très différent de ses capacités motrices ou langagières, par exemple. Cette différence-là a un sens. Et savoir également comment cette personne a évolué dans le temps. Si elle avait un niveau de communication de 5 ans, d'un enfant de 5 ans il y a 5 ans, et qu'aujourd'hui elle a un niveau de communication inférieur à 1 an, c'est bien qu'il y a quelque chose qui pose problème et qui ne relève pas d'une compétence en communication. Les écarts entre les notes sont souvent beaucoup plus informatifs que les notes elles-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que faire des évaluations chiffrées, ça a un sens, à condition qu'on ait du recul, et surtout qu'on s'intéresse plutôt au profil global d'un individu et aux différences entre les notes plutôt qu'à chaque note indépendamment. Comment je construis un projet personnalisé d'intervention ou un projet d'accompagnement individualisé? D'abord, bien sûr, en faisant une évaluation informelle. On peut très bien créer des outils également en équipe. On peut utiliser des outils d'évaluation développementale et surtout, on va se faire une programmation d'objectifs
par domaine dans lesquels on veut travailler, et surtout on réfléchit à l'avance à nos moyens de les mettre en œuvre, aux moyens humains, aux moyens techniques, aux lieux, et aux stratégies qu'on met en place pour travailler. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Une fois que j'ai évalué les compétences et également les obstacles d'une personne, je sais par exemple qu'elle a beaucoup de troubles moteurs, je ne vais pas mettre en place une communication par les gestes. Je vais plutôt privilégier une communication visuelle si je sais qu'elle peut fixer son regard sur une image. Je peux déterminer des priorités, des objectifs de travail par domaine. Je peux vouloir par exemple développer la communication expressive en faisant des demandes par pictogramme. Je vais me fixer une procédure d'enseignement pour cet objectif. Par exemple, je vais travailler avec le PEX, un outil de communication par pictogramme. Je vais évaluer ça par des données objectives, mais pas forcément en en prenant toute la journée énormément, mais au moins avoir, une fois par jour, ce serait l'idéal, au moins quelques fois dans la semaine, une évaluation pour savoir si ce que je fais, ça fonctionne ou pas. Une règle de principe, une réussite sur 2 à un exercice, c'est du hasard. Alors moi, quand je supervise des équipes, souvent on me dit « Non, mais il y arrive quand même une fois de temps en temps. » Ah oui, mais si c'est une fois de temps en temps, c'est du hasard. 50% de résultats, on ne sait pas s'il y a un échec ou une réussite. Pour être certain qu'on est dans la réussite, en général, on se fixe arbitrairement comme seuil 80%, c'est-à-dire qu'il faut que 8 fois sur 10, cette personne réussisse un exercice. C'est ça l'intérêt d'avoir des évaluations, c'est pas se fonder uniquement sur l'observation, c'est pouvoir dire réellement est-ce qu'on atteint ses objectifs ou pas. Et puis le fait de préparer à l'avance ces exercices, ça nous permet de modifier nos stratégies de travail. De règles de bon sens. 5 minutes. 5 minutes, pardon. Je suis très rapide. Il me reste à peu près 50 slides, mais ça va aller. Il faut préparer à l'avance les stratégies d'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'exercices tout simples. Je veux travailler, je veux mettre en place le fait qu'un individu puisse se verser à boire tout seul. Chaînage avant ou chaînage arrière? Je pose toujours ces questions-là aux équipes. Est-ce que je laisse faire en autonomie la première étape ou la dernière? En général, on laisse la dernière. Je commence l'exercice et je vais lâcher au fur et à mesure ma guidance gestuelle pour que la personne fasse sa dernière étape en autonomie. Mais si je ne discute pas en équipe, si ce n'est pas une stratégie à laquelle j'ai réfléchi, parce que vous voyez que ce n'est pas très compliqué finalement, on met des mots là-dessus, mais ce n'est pas des choses compliquées qu'il y a derrière. Si on ne réfléchit pas à ça en équipe, il n'y aura pas de généralisation du travail, donc ça ne fonctionnera pas. Voilà l'importance de travailler sur des toutes petites choses qui sont très importantes. C'est pas parce qu'on va faire un petit exercice qui n'a pas beaucoup d'importance, mais de le faire de manière réfléchie pour qu'il soit organisé et que du coup la compétence se généralise. Et surtout donc se fixer un nombre d'objectifs de travail qui soit raisonnable. On ne peut pas travailler sur tout. Moi je vois beaucoup d'équipes qui sont stressées par le fait qu'il y a énormément de recommandations, qu'il faut mettre en œuvre plein de projets, tout ça. Non, on va travailler sur des petites questions. D'ailleurs il vaut mieux travailler sur des choses qui sont faciles au départ, pour voir qu'on est capable de mettre en œuvre quelque chose, et puis pour voir une différence dans le comportement des personnes avec qui on travaille. Et en général, ça donne beaucoup plus envie de continuer et de mettre en place ensuite d'autres exercices. D'ailleurs, en général, quand on veut mettre en place un exercice, on réfléchit en priorité à tout ce qui nous pose problème. Par exemple, quelqu'un ne veut pas se lever le matin, et il faut qu'on vienne jouer de la guitare pour qu'il se lève. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Il y a une équipe qui joue de la guitare tous les matins à son résident pour qu'il se lève. Voilà, ce qui est évidemment très compliqué, c'est extrêmement dur pour eux. Au départ, c'est drôle, mais maintenant, c'est devenu évidemment extrêmement frustrant pour eux. Qu'est-ce qu'on met en... Alors, il faut qu'il ait un outil de communication pour que je lui dise qu'il se lève. Non, on va mettre en place un outil de communication pour qu'il demande de la musique d'abord. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'il faut réfléchir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux besoins de la personne pour qu'on montre que l'environnement répond à une question. Et ensuite, on pourra imposer des conduites différentes ou avoir un repérage différent dans l'institution. Je ne vais pas tout détailler du coup pour aller vite, mais dans le projet personnalisé, je peux donc m'intéresser, pour le mettre en œuvre, aux attentes de la personne, à ses points forts et tout ça. Je vous laisse regarder celle-là avec la notion de compétences pivot sur laquelle je vais revenir. Ça nécessite donc d'avoir des méthodes d'intervention éducatives, rééducatives et thérapeutiques précises. Très important que la personne puisse co-participer à la mise en place de son projet de travail, et c'est très important de mettre un travail en place avec la famille, et là encore sur des petites questions. Je ne vais pas travailler sur le fait que la résidente dort avec ses parents depuis 25 ans, alors qu'elle est adulte et que c'est extrêmement problématique. Je vais d'abord essayer de faire en sorte qu'elle puisse, comme je l'ai appris moi au sein de l'institution, apprendre à verser de l'eau toute seule, et ensuite, quand j'aurai mis en place un partenariat avec la famille qui fonctionnera, je pourrais peut-être me décider à travailler sur des troubles du comportement qui sont beaucoup plus graves. La rédaction de votre projet personnalisé doit spécifier les domaines évalués. J'avance un petit peu, je voudrais
en venir ici. Ça, c'est une réflexion que j'aime beaucoup faire en équipe et qui pose souvent un problème. Arriver à détailler ce qui relève du domaine de l'objectif et du comportement cible. Hein, souvent, on a des idées très claires de l'objectif, qu'on confond d'ailleurs parfois souvent avec les moyens. Et quand je demande, et du coup, vous allez mettre en œuvre comment ça? Vous voulez travailler sur l'autonomie, et par exemple, quel est l'exercice que vous allez mettre en place pour ça? Ah ben, je vais utiliser le teach, d'accord. Ça, c'est votre moyen. Mais par exemple, comment vous allez faire? Sur quel comportement très précis vous avez une attente pour mettre en œuvre une pratique différente, un comportement différent, un exercice différent? Voilà, il faut détailler. Je vais mettre en place mon teach pour me déplacer à la salle informatique parce que c'est ce qu'adore cette personne-là. Voilà, ça, ce sera mon comportement cible. Cet exercice-là, faites-le en équipe. Demandez-vous quel est mon domaine de travail. En général, mon domaine de travail, ça va être l'autonomie, les loisirs, la communication, la motricité. Quel est mon objectif? Arriver à faire une demande, une communication expressive, arriver à faire une demande. Mon comportement cible, utiliser le pictogramme pour demander la balle, par exemple, parce que c'est son jeu préféré. Je vais me formaliser de manière les choses de manière très précise pour ne pas me mélanger les pinceaux. Et je peux me fixer un plan d'enseignement. Je vous ai donné tous les éléments qu'on met dans un plan d'enseignement en ABA. Je ne suis pas comportementaliste de formation, mais j'utilise beaucoup ces outils-là pour formaliser les exercices que je communique aux équipes. Et je vais réfléchir à tous ces critères-là. Je vous ai donné un exemple, ensuite, que vous aurez donc dans les slides si vous les téléchargez, d'exercices pour que vous voyez à quoi ça correspond chacun de ces critères-là. Mon domaine, mon objectif, mon stimulus discriminatif, ça veut dire qu'est-ce qui va déclencher mon exercice. Je peux me demander qu'est-ce qui va déclencher mon exercice et faire en sorte que toute l'équipe le fasse de la même manière. Je veux qu'elle se verse à boire. Je ne vais pas lui dire, viens, on va faire l'exercice, tu vas prendre à te verser de l'eau à boire. C'est pas très naturel. Je peux en revanche laisser traîner une bouteille de boisson préférée, lui donner envie donc de se servir à boire et utiliser cette situation incidentale pour lui donner envie de boire. Voilà. C'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on réfléchisse en équipe. Comment on met en place un exercice? Quelle stratégie j'ai de travail pour le mettre en œuvre? J'ai essayé de donner, enfin ça c'est des réflexions qu'on a en équipe avec Forma Vision, mais quels sont les objectifs prioritaires de travail par exemple chez les enfants? Évidemment la communication, l'imitation, l'attention conjointe, vous allez revenir régulièrement sur cette notion de compétences pivot, du socle des apprentissages. Je finis vite. Et chez les grands, on va travailler beaucoup sur les habiletés sociales, l'autonomie, et surtout, je tiens à le dire parce que je vois de plus en plus d'équipes pour encadrer les adultes. En général, chez l'adulte, on est complètement obsédé par les activités occupationnelles. On se priorise d'abord là-dessus, et on oublie à quel point il est très important de travailler sur les petits éléments d'autonomie, les réveils le matin, les repas, les séquences de douche, les toilettes, pour arriver à avoir de l'autonomie ensuite sur les activités de loisirs. Donc, c'est important de se reposer des questions sur quel est le niveau d'autonomie, quels outils je peux mettre en place pour travailler l'autonomie chez quelqu'un, et c'est pas forcément pendant les activités éducatives, ça va être pendant les activités quotidiennes. Donc je ne vais pas forcément penser les activités de loisirs en fonction de ce que je pense intéressant pour mon résident, mais aussi en fonction des objectifs que je vais me fixer, alors qu'on fait trop souvent l'inverse chez l'adulte. Donc, un dernier mot sur le langage commun. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent autour des projets, qui ont des vocabulaires et des théories sous-jacentes différentes dans leurs études, dans leur façon d'appréhender les troubles autistiques. Je crois que c'est très important également d'avoir des temps de réunion pour travailler sur des petites choses. Je reviens toujours à la notion de petites choses. Mais je vais prendre un exemple très simple. Et c'est vrai par exemple pour les enfants qui sont dyslexiques, et ce sera vrai également pour un enfant qui est autiste et qui va par exemple apprendre à communiquer avec des pictogrammes avec son orthophoniste. Si vous prenez un dyslexique, en général, dans 80% des cas, il y a une stratégie de lecture à la maison, une stratégie de lecture en classe, une stratégie de lecture en orthophonie. Et quand on fait des réunions ensuite scolaires, c'est très difficile d'arriver à déjà positionner tout le monde autour de la table, savoir quel est son niveau de compétence pour pouvoir parler par exemple de la stratégie de lecture. Et donc c'est déjà, on va mettre énormément de temps à se mettre d'accord, et après pour décider comment on fait pour faire un exercice de lecture tout simple. Il vaut mieux passer 1 heure à se demander comment on fait pour lire une syllabe, et que tout le monde le fasse de la même manière, plutôt que de discuter de plein de questions différentes autour du projet d'un enfant. C'est exactement pareil pour les personnes autistes, et c'est encore plus important, puisque une des spécificités autistiques, c'est d'avoir des difficultés de généralisation. Donc c'est très important de perdre du temps à discuter des stratégies qui sont mises en œuvre à droite à gauche pour travailler une compétence que nous, on veut développer au sein de notre institution. Si on veut être sûr que ça fonctionne et qu'elle soit généralisée, il vaut mieux suivre par exemple les recommandations de l'orthophonie sur la mise en place du picto,
et nous faire pareil si on veut être certain que ça marche. Parfois, indépendamment de la qualité de l'outil que l'on mise en œuvre ou de la technique qu'on veut mettre en œuvre, le fait que cette technique soit généralisée, harmonieuse au sein de l'ensemble des personnes qui sont autour d'un projet, leur garantit beaucoup plus de succès. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup.